Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions. Vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients et du personnel de l'hôpital de Boulogne. On est ravis de vous retrouver. Au micro pour cette émission, je suis Pauline Rouillet et je suis accompagnée par mon acolyte Patrick à la technique. Bonjour. Et pour nos retrouvailles, nous allons prendre de la hauteur et nous envoler avec des tourterelles des bois, des aigrettes, des guiffettes moussac, des footbassans qui sont parmi mes oiseaux préférés, des vautours, des aigles et bien sûr des macareux moines. Ça y est, vous commencez à comprendre qui est notre invité ? Et oui, nous avons l'honneur de recevoir Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de venir dans l'émission Faune et Flore. Et bonjour Patrick. Bonjour Pauline, bonjour Alain. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de faune, mais bien sûr nous évoquerons l'importance de préserver la flore dans la sauvegarde du vivant. Oiseaux des champs, oiseaux des bois, des rivières ou des mers, il est certain qu'avec ces majestueux oiseaux, nous allons planer durant 1 heure. Alors je rappelle brièvement que vous êtes président de la LPO, mais également journaliste, producteur et que vous avez été présentateur de l'émission Au nom de la faune sur la chaîne Animaux, dont la baseline est la chaîne Grandeur Nature. Votre société Nature Production vous permet de diffuser des reportages et des documentaires. Vous avez consacré votre vie à la défense des animaux et à la biodiversité en général. 40 ans d'engagement. Dans cette émission, on parlera de certains oiseaux et de leur comportement. On évoquera bien sûr la triste réalité de la chasse et nous reviendrons sur votre actualité. Mais tout de suite, on prend de la hauteur pour évoquer vos actions et vos combats en faveur de la sauvegarde du vivant. Je rappelle que la LPO est la première association de protection de la nature en France. La Ligue de protection des oiseaux a été fondée en 1912. Alain Bougrain-Dubourg, vous êtes le président depuis 1986, 35 ans, si j'ai bien calculé. C'était hier mon anniversaire. Donc c'était pas dur de calculer, 35 ans. Pourquoi les oiseaux ? C'est un peu un hasard. En fait, j'avais une passion pour la nature, les animaux. Et j'étais un peu connu parce que j'avais des émissions à Antenne 2 à l'époque, France 2 ensuite, tous les samedis, Animalia et bien d'autres émissions. Et donc, les gens de la LPO m'ont demandé de prendre la présidence pour essayer de dynamiser cette association. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que je me sentais ni compétent, ni avoir le temps parce que je partais faire des reportages dans le monde entier. Et puis finalement, j'ai accepté pour 3 ans. Et à l'époque, la LPO, c'était 3 salariés et 3000 membres. Aujourd'hui, on est 520 salariés en France et on est 60 000 membres. 8000 bénévoles, on a dépassé de beaucoup le périmètre de l'oiseau, on s'occupe de l'ensemble de la biodiversité, ce qui nous engage à travailler sur le problème des énergies renouvelables, de la politique agricole commune, de l'éducation à l'environnement, des centres de soins pour la faune sauvage, que sais-je encore. Et en fait, pourquoi je suis resté ? Il faut m'arrêter, Pauline. Pourquoi je suis resté ? Parce que, d'abord, j'ai trouvé des gens enthousiasmants, gentils, admirables, passionnés, servant l'intérêt général. Et puis, on s'aime bien à la LPO. Il y a de la convivialité, ça me paraît très important dans la vie associative, qu'il n'y ait pas de dualité, mais au contraire de la complicité. Et puis, surtout, il y a eu des combats. Et le premier combat, c'était le braconnage des tourterelles dans le Médoc, où chaque année, à partir du 1er mai, pendant près de 3 semaines, on tirait sur les tourterelles qui arrivaient de migration, alors qu'elles étaient les œufs dans le ventre pour donner la vie chez nous, alors que la chasse était fermée. Elles venaient de quel pays ? D'Afrique. Ah oui, alors elles venaient nidifier en Europe et chez nous. Et je me suis dit, il faut que j'arrête ça. J'ai des relations avec Poivre d'Arvor, qui va faire un sujet aux 20h, des trucs comme ça. J'ai fait venir Brigitte Bardot, Sophie Marceau, Hubert Riff, Théodore Monod, je ne sais combien de personnalités qui, chaque année, m'ont accompagné. Ça a duré 20 ans, Pauline. Pendant 20 ans, on a bafoué le droit. Pendant 20 ans, on a tué pas loin de 30 000 tourterelles sur les 70 000 qui passaient. Et puis enfin, un préfet est arrivé.
Et il a dit, mais j'entendais parler de l'histoire des tourterelles dans le Médoc chaque année au 1er mai, mais je ne savais pas que c'était interdit à ce point. Et en 3 ans, voilà, toutes les affaires étaient classées et tout, et il y a eu un préfet courageux qui est devenu un ami qui s'appelle Jacques Géraud et qui a finalement fait suspendre cette chasse. Et puis donc 20 ans, je me suis dit je quitte pas la LPO tant que je gagne pas ce combat. Ah, oui, après il y a eu l'Erika, 10 ans de procédure contre Total jusqu'en cassation pour faire imposer, c'est une initiative de la LPO, le préjudice écologique. 10 ans de combat, on a gagné. Après il y a eu les ortolans dans les Landes, 10 ans. Alors vous faites le cumul. À chaque fois, je me disais, bon, ça y est, j'ai fait mon temps. Hop, il y avait une affaire qui me prenait par la main, que je voulais conduire jusqu'au bout. Et en même temps, la LPO s'est développée. Au début, c'était les oiseaux. Est-ce que très vite, c'est devenu la faune? Parce qu'on s'est rendu compte que les oiseaux, c'est... Bien sûr, parce qu'on ne peut pas protéger des oiseaux sans protéger leur milieu, d'où la directive européenne Habitat, du reste. Et puis qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas rester indifférent à la faune qui nous entourait. L'oiseau, c'est devenu l'ambassadeur. Et du reste, sur un plan scientifique, il est l'indicateur de l'état de la biodiversité, reconnu comme tel. En clair, Pauline, ça veut dire que quand les oiseaux sont en nombre, c'est que tout le cortège du vivant, les petits batraciens, les mammifères, les insectes, s'épanouissent. Quand les populations d'oiseaux disparaissent, c'est la biodiversité qui s'efface. Et on voit bien... Ils disparaissent aussi parce qu'il n'y a plus d'insectes. Voilà. Et donc, l'oiseau est vraiment l'indicateur. Et où disparaît-il le plus? C'est dans l'agriculture intensive, où on voit qu'on a perdu les mares, les bosquets, il y a eu le remembrement, les pesticides, les néonicotinoïdes, que sais-je encore. Et c'est là où on a perdu près de 30% des populations d'oiseaux. Et c'est là où on voit que tout le vivant s'estompe dans l'agriculture intensive. L'agriculture intensive, les néonicotinoïdes, c'est 1990. Oui, voilà. C'est effrayant. Et donc là, il y a une accélération terrible. Et vous voyez, on parle beaucoup du climat comme une priorité. Les deux doivent être conjugués. Le déclin de la biodiversité. On a évalué à peu près 1 800 000 espèces. Il en existe beaucoup plus, plantes et animaux actuellement identifiés. En fait, il y a 10 millions, peut-être 30 millions. Et puis, il y a tous les micro-organismes qu'on n'a pas encore étudiés, taxés, on va dire. Donc, on considère globalement qu'il y a 6 millions, 8 millions à peu près. Et actuellement, on estime qu'il y a 1 million d'espèces qui sont à l'agonie. C'est vraiment effrayant. Et voyez-vous, on ne pourra pas vivre hors sol. Bah oui, on peut pas vivre sans eux. C'est pas simplement le chant des oiseaux qui n'est pas déplaisant à écouter. C'est tout le tissu du vivant dont nous dépendons à bien des égards. On est dans un hôpital ici. La nature est une réponse thérapeutique, en grande partie, à bien des pathologies. Elle accompagne, elle aide, elle soulage. Et c'est pour ça qu'on se bat également. C'est pas simplement pour protéger l'outarde canepetière ou le gypaète barbu. Bien sûr, c'est parce que c'est beau. Vous savez, c'est Victor Hugo qui disait « Le beau est plus utile que l'utile ». Voilà. Et moi, je crois que la nature est belle. Et donc, elle est plus utile que l'utile. Et j'ai lu que votre papa était résistant, a été résistant. Alors, est-ce que c'est pas ça, une hérédité quelque part, qui vous a donné le goût du combat ou de la lutte ou de la défense de quelqu'un Alors, il y a peut-être un peu de ça. Mais il y a en tout cas une chose, c'est que mon prénom s'écrit avec 2 L. Oui. Voilà. Et figurez-vous que c'était... non, mes parents étaient recherchés par la Gestapo, avaient un faux nom pendant la guerre, et se sont appelés Monsieur et Madame Alain. Et quand je suis né, plus tard, ils ont voulu, en souvenir de cette période terrible, que je m'appelle Alain avec 2 L. Ils m'ont déclaré ainsi. Et ça a été une horreur, parce que j'avais de très mauvais résultats scolaires. Je rentrais à la maison, mon père, qui était assez autoritaire, que j'aimais beaucoup, il n'est plus là, malheureusement. Il disait « Comment t'as de mauvaises notes et en plus, t'es pas capable de faire écrire correctement ton nom ?» Parce que les profs mettaient qu'un L. Donc, ça a été vraiment dur. Et puis, finalement, je me suis habitué. Ça vous a comme préparé au combat, en fait. Voilà. Et puis, aujourd'hui, ça y est. Oui, vous savez, c'est l'idée qu'on n'a
peut-être la capacité d'agir. Alors moi, peut-être plus que d'autres, parce que j'ai eu la chance d'être dans l'univers des médias, donc j'avais plus de capacité à faire passer des messages. Mais vous voyez, je me balade beaucoup en France pour rencontrer les gens de la LPO, mais pas que. Et quand je vois tous ces gens qui, dans l'ombre, font un travail mais admirable, et c'est pas toujours facile, parce que quand le voisin vous aime pas, parce que vous demandez à ce qu'on mette pas de pesticides ou je ne sais quoi, c'est pas toujours évident. Ou que vous avez mis la propriété en refuge LPO, les chasseurs n'aiment pas ça. Enfin, bon. Ben, y a plein de gens courageux en France, plein de gens engagés, et je vois que l'idée de la préservation de la nature fait son chemin. Pendant un moment, on a été taxés, les amis des petits oiseaux, vous êtes gentils, il y a d'autres priorités. C'est ça. Aujourd'hui, on commence à comprendre que ça s'inscrit dans l'équilibre, le bien-être, mais bien sûr, on l'a vu lors des événements récents du confinement. C'est ça. Je ne vais pas être trop long, un dernier truc. On a lancé lors du confinement l'année dernière, on l'a repris après, une opération confinée mais aux aguets. On a dit aux gens, vous êtes sur votre balcon, vous avez la chance d'avoir un jardin, regardez les oiseaux que vous voyez. Et puis il y avait des petites fiches qu'on pouvait retrouver sur la LPO qui indiquaient quels oiseaux. On a été inondés de propositions. On a reçu plus d'1 200 000 retours donnés des gens. Moi j'habite tel endroit, j'ai vu un rouge-gorge, j'ai vu... Et là, on a vraiment réalisé qu'il y avait un engouement formidable. On était très en retard par rapport aux... Mais il faut que je m'arrête de parler parce que... Non, mais c'est vrai. Et puis c'est le aux Anglais, aux Anglo-Saxons qui étaient très en avance sur nous. Mais on rattrape le travail. Voilà. Oui. Vas-y pour la musique. Michel Berger, je veux chanter pour eux. Et simplement, pourquoi cette chanson ? Parce que j'ai fait un clip, j'oublie le nom de Patrick Sébastien, mon pote. Le Patrick m'appelle un jour en me disant, écoute, j'ai écouté cette chanson, et ben c'est pas que pour les hommes. Tu mets des images d'animaux sur cette chanson et tu vas voir la maltraitance de l'animal. Alain, est-ce que tu peux me monter le clip ? Et j'ai mis des animaux arrachés à leur milieu naturel, des animaux transportés dans des conditions terribles, sur Je veux chanter pour eux, qui sont loin de chez eux. Ça m'a bouleversé. Patrick l'a présenté, on l'a présenté 2 fois dans ses émissions. Et donc voilà. Et puis j'aimais beaucoup Michel Berger. Qui malheureusement, c'est encore d'actualité. Vous êtes à l'écoute de la voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur et vous êtes dans l'émission Faune et Flore. Et nous sommes en plein vol avec le président de la Ligue de protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, qui va maintenant nous parler de quelques oiseaux et de leur comportement. Alors, l'espèce du mois de mai, c'est l'étourneau sansonnet, qui a un plumage, on a l'impression qu'il est parti pour faire la fête. Est-ce que vous pouvez nous le décrire et nous parler de ses... Comment dire, son milieu de vie il est comme vous, il adore papoter. Voilà, il s'exprime beaucoup. C'est un oiseau qui vit en groupe. D'accord. Il va nidifier dans tous les trous de murs, sous les tuiles, etc. Bon. Et c'est un oiseau qui pose un peu de problème parce qu'il s'en prend parfois aux récoltes. Alors les agriculteurs ne sont pas toujours ravis de voir ces vols d'étourneaux qui par ailleurs sont d'une beauté admirable. On a tous vu sur Internet ou à la télé le soir au coucher du soleil ces images, pas partout mais extraordinaires, où les étourneaux vont voler. On se demande comment ils se coordonnent de cette manière. C'est un vrai ballet. Et ils dessinent par leur vol des silhouettes. Alors chacun voit ce qu'il veut là-dedans. Et puis d'un seul coup, ils disparaissent et ils vont passer la nuit dans des dortoirs. D'accord. Voilà. Donc ils sont plus en colonie, on est d'accord ? Alors en groupe. Oui, toujours. Et le problème, c'est qu'ils sont un peu en nombre. On a voulu réduire les populations, notamment pendant la période de reproduction. Et il y a une grande partie des populations qui se reproduisent en Russie, dans les pays de l'Est. D'accord. Et le problème, c'est que là-bas, ils sont souvent insectivores.
alors Ah qu'ils oui. sont granivores chez nous. C'est bien. Alors, et les ornithos, mais attends, on ne va pas tirer sur ou réduire les populations. Ah bah non. Si je vous demandais de réduire les hirondelles, quelle gueule vous feriez? Ouais. Ah bah non, touche pas aux hirondelles en Ah bah, France. c'est ça. Voilà. Donc, voilà, on a quelques difficultés. Ok. Et- Ah oui, donc ils font un énorme trajet. oui, Parce mais vous que savez, les Russie, la migrations, France, les migrations, l'une des migrations, tiens, à propos des migrations, en ce moment, ça y est, elles sont arrivées, mais les hirondelles. Ouais. Bon, je vous raconte un truc rigolo. Figurez-vous qu'on a constaté que les hirondelles qui reviennent quand même sur le lieu même qui les a vues naître pour construire leur nid à côté ou réoccuper des nids restés vides, vont passer l'hiver en Afrique francophone, au Sénégal et tout, Afrique Ok. de l'Ouest. Les hirondelles anglaises vont passer l'hiver en Afrique anglophone. Ah oui, anglophone, mais c'est C'est-à-dire incroyable. il n'y a aucune explication scientifique. On ne sait vraiment pas pourquoi. Mais C'est voilà. l'intelligence des oiseaux, Voilà. peut-être que finalement elles comprennent. Voilà. Et non, la migration, on a des situations, la sterne arctique qui va nidifier dans le nord et passer l'hiver dans le sud, parce que l'hiver austral, c'est l'été pour Ouais. eux. Bon. Et donc, on a des... Moi, je suis toujours fasciné de voir des oiseaux Ouais. de 10 grammes, 20 grammes. Vous avez même des Faire des colibris kilomètres et des qui kilomètres. vont traverser le golfe du Mexique. Vous avez des papillons. Moi, j'ai été filmer les papillons monarques. Ah oui, C'est les encore un truc extraordinaire. Ils naissent au Canada. Et puis ils disparaissaient, on ne savait pas pourquoi, puis ils revenaient pour être à nouveau présents en masse et naître au Canada. Et un jour, on a fait un rapport avec une situation qu'on connaît depuis longtemps au Mexique, c'est dans des forêts de conifères, à une certaine altitude, il y avait des grandes concentrations, et d'un seul coup, c'est assez récent, on a pu constater que les papillons monarques naissaient au Canada, allaient mourir, mais donner la vie avant, c'est-à-dire pondre, au Mexique. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que les générations qui vont remonter jusqu'au Canada, il va y avoir 2 ou 3 générations qui vont se reproduire avant d'arriver au Canada. C'est-à-dire ouais. qu'un petit papillon qui fait quelques grammes à peine est capable de faire le Canada, Ouais. le Mexique. C'est prodigieux. Prodigieux. C'est prodigieux. Et alors, bon, du coup, vous nous avez parlé des populations d'oiseaux, c'est assez critique, alors que... Alors, oui. alors qu'elles sont surveillées, enfin, il y a un statut de conservation et elles sont Bien très sûr, surveillées, bien sûr. Mais on constate qu'il y a vraiment un déclin. Alors le déclin s'explique de différentes manières. Il y a la perte des habitats. Ouais. Par exemple, on a perdu 50% des zones humides dans le monde en 3 décennies, en 30 ans. Ah ouais, Or, les zones humides sont des lieux de vie, sont des nurseries. Et il y a beaucoup d'oiseaux qui sont inféodés à plus ces de zones. mares, plus de Plus de rivières. mares, plus rien. Ouais. Il y a évidemment, et ça c'est avéré, l'agriculture Ouais. intensive dont on a parlé, qui les affecte beaucoup. Il y a également le dérèglement climatique. Par exemple, toute la partie sahélienne, elle s'élargit, la désertification augmente. Et par conséquent, les oiseaux qui avaient la force de traverser le Sahara, comme il s'est agrandi, ils vont perdre, voilà, ils arrivent au bout avant d'avoir terminé leur chemin. Ils peuvent être déshydratés aussi. Complètement ouais, déshydratés, parce que c'était leur physiologie permettait de faire un bond au-dessus du Sahara, de le survoler. Là, il est devenu trop grand, donc il meurt en cours de route. Il y a également beaucoup en Afrique de désertification. Par exemple, on parlait des tourterelles des bois, elles vivent comme les étourneaux de façon grégaire, en groupe. Elles ont des dortoirs. À partir du moment où vous coupez les arbres, il n'y a plus de lieu. Je vous raconte un truc, c'est pas joyeux, mais ça illustre quand même bien les choses. L'oiseau qui a été le plus nombreux sur la planète, c'est le pigeon migrateur américain. Au 19e siècle, ils étaient si nombreux que les passages de pigeons migrateurs obscurcissaient le ciel et laissaient la zone survolée dans l'obscurité d'une certaine manière, avec les fientes et tout le truc. Enfin, ça devait être... Mais c'était des milliards d'oiseaux. Eh bien, le dernier pigeon migrateur américain qui a vécu sur la planète est mort en 1914 aux eaux de Cincinnati. Et figurez-vous que juste avant, il restait encore, quelques années plus tôt, des dizaines de milliers de pigeons migrateurs. Mais
Tous les autres avaient été abattus à coups de gourdin au début. Il suffisait de rentrer dans les vols d'oiseaux, de taper dedans et ça tombait. Après au fusil, etc. Et pourquoi ces quelques milliers de pigeons migrateurs américains ne se sont pas reproduits jusqu'au dernier ? Tout simplement, ça on l'a découvert, parce qu'ils ont considéré qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour se protéger. C'était des espèces qui vivaient en clans, en groupes, de façon grégaire. Ils n'étaient plus assez nombreux et ils ne voulaient pas donner la vie à des descendants qui ne seraient pas en nombre et qui pourraient se protéger. En clair, on croit un peu naïvement que c'est l'affaire de l'Arche de Noé. Il faut un mâle et une femelle et hop, roule ma poule, on refait la planète. Bon, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, il y a beaucoup d'espèces qui refusent de se reproduire. L'intelligence animale, c'est fou de se dire... Bon, c'est terrible. De la même façon, vous avez des espèces qui vont prévoir, on ne sait pas encore comment, qui vont prévoir que les ressources alimentaires, les campagnols par exemple, vont être en nombre l'année prochaine et vont faire plus de jeunes un an plus tôt parce qu'ils pensent qu'ils auront satisfaction pour les jeunes, la génération à venir, en termes de nourriture. Voilà. Et au contraire, ils vont se réserver s'il y a moins de nourriture potentielle. Donc il y a plein de choses comme ça à étudier. C'est passionnant. Les chauves-souris aussi font ça. Parfois, elles gardent leur bébé ou finalement... Tout à fait. Elles vont décaler. Elles s'avortent complètement parce qu'elles ne vont pas être capables. Et alors, du coup, vous avez parlé des pigeons. Alors moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, les pigeons des villes, parce qu'ils sont souvent dénigrés. Alors moi, je me dis souvent, c'est la méconnaissance des oiseaux qui fait qu'on les dénigre, mais on voit souvent des pigeons handicapés, avec une patte en moins, ou qui boitent. Est-ce que vous pouvez nous parler des pigeons et pourquoi ils sont si maltraités? Alors, il y a de la maltraitance, vous avez raison de le dire, il y a beaucoup de gens qui ne les aiment pas, tout simplement parce qu'ils font des fientes et qu'ils retrouvent leur voiture souillée, parce que sur le balcon, etc. Et donc, il y a des gens qui mettent des pièges, qui mettent des filets, et on voit beaucoup d'animaux qui sont pris dans tout cela. Alors, je dois dire que la population s'est réduite des pigeons de Paris, beaucoup. Très honnêtement, je préfère qu'elle soit réduite et en bonne santé et acceptée par les citadins, parce que c'est un bonheur de vivre avec des oiseaux qui vous entourent, qui sont familiers, qu'en nombre et rejetés et maltraités. Voilà. Donc nous, on fait en sorte que on intègre, notamment par toutes nos opérations des oiseaux des jardins, où immanquablement on voit des pigeons, qu'on intègre aussi le respect des pigeons, même si on n'est pas favorable à ce qu'ils se développent trop, tout simplement parce que ça génère du malheur, quoi. Et puis, il y a peut-être, alors il y a des amis des pigeons qui n'aiment pas, mais il y a eu le retour du faucon pèlerin. Le faucon pèlerin, il fait partie de ces espèces emblématiques qui, durant les années 70, avaient disparu, ou étaient en voie de disparition. De la même façon, à l'époque, il restait moins de 10 couples de cigognes blanches. Eh bien, aujourd'hui, les faucons pèlerins, il y en a qui vivent dans le 15e. Enfin bon, ça y est, ils sont présents à Paris. J'étais à Albi la semaine dernière. Ils sont dans la cathédrale d'Albi. On a mis une caméra. On les voit en direct avec les poussins. C'est un vrai bonheur. Quant aux cigognes blanches dont je parlais, aujourd'hui, il y a près de 3000 couples en France. Donc, c'est considérable. Toutes ces espèces emblématiques... Mais ils font fuir les pigeons, du coup, les... Ah oui, parce qu'ils s'en prennent aux pigeons. Et les pigeons, voyant qu'il y a un prédateur, ont tendance à se reproduire moins, ce qui n'est pas plus mal. C'est pas simplement parce qu'ils sont détruits par le prédateur qui va les attraper avec ses méchantes serres. Voilà. Mais c'est simplement parce que les pigeons se disent, tiens, il y a un faucon qui vole dans le coin, c'est pas là qu'il faut faire son nid. Moi, je trouve que c'est triste. Les pigeons, c'est beau, c'est des oiseaux. Bien on sûr, fait partie de... Nous, on n'a qu'à nettoyer. Enfin, pourquoi nous aussi, on pollue. Nous aussi, on est sale. On est sale différemment, mais on est sale aussi, quoi. Donc, je me demande comment on pourrait faire pour
pour que les gens, je sais pas, quand on voit un pigeon, on dit ils sont sales, mais ils aiment se laver. Les animaux sont très propres. Évidemment. Et que bien sûr. ils peuvent pas se laver dans une mare. Non, il y a eu des études conduites par le Muséum national d'histoire naturelle qui prouvent effectivement. Alors le problème, c'est qu'il vaut mieux éviter de les nourrir en masse. Bien sûr, ouais. Encore une fois, plus, si c'est pour qu'ils soient malheureux, c'est pas la peine qu'ils soient nombreux. Encore une fois, je préfère qu'ils soient moins nombreux, présents et heureux. Est-ce que vous pouvez vous avez déjà un peu parlé de la migration des oiseaux. Est-ce que vous pouvez nous parler des bernages du Canada ou d'oiseaux qui vont bien, qui font des migrations et qui vont bien? Alors, par bonheur, il y a pas mal d'oiseaux qui vont bien. C'est terrible, votre question, parce que je suis en train de me dire, mais au fond, quel oiseau va bien? Alors, je suis désolée. Non, mais... C'est parce qu'il faut positiver aussi. Bien sûr. Non, mais on a beaucoup... par exemple, il y a les vautours. Ils avaient complètement disparu, les vautours fauves du ciel cévenol, et puis le vautour percnoptère, et puis le vautour moine, et puis les gypaètes barbus, etc. Voilà qu'aujourd'hui, ils sont présents grâce à l'action des associations de protection de la nature, à la réglementation. À l'époque, encore une fois, dans les années 60, 70, on les tirait. Sur le journal local, à la une du journal local, vous aviez le mec qui exhibait le cadavre du vautour, qui était plus grand que lui et tout, c'était admirable à l'époque. Bon, on a compris. Il faut dire, à l'époque, on clouait les chouettes sur les portes des granges pour conjurer le sort. Bon, aujourd'hui, elles vont bien. Bon, pas toutes. La petite chouette d'Athéna Chevêche, elle est un peu en difficulté, mais non, les vautours ont reconquis le ciel cévenol et bien au-delà. Les vautours, ils vivent en colonie ou non? Oui, ils vivent. Alors, il y a des couples, par couple, mais ils vivent en colonie, en groupe, oui. Et aujourd'hui, grâce au travail qu'on a réalisé, alors on a récupéré des oiseaux qui avaient été blessés ou qui sont nés dans des parcs zoologiques. On les a mis au taquet, c'est-à-dire dans des grandes volières. Et là, ils restent là pendant quelques années. Les premiers sont restés là longtemps, du reste, pour qu'ils se familiarisent totalement avec l'espace, qu'ils se sentent bien. Ils se sont reproduits en captivité. On a relâché les jeunes et on a commencé à avoir des naissances à partir des oiseaux qu'on avait relâchés. C'est extrêmement émouvant. Et aujourd'hui, vous avez, dans les Cévennes et tout, vous avez plein d'endroits dans le parc national où c'est devenu un tourisme local. Les gens viennent pour aller observer. Et les vautours font en plus un travail formidable pour les bergers, c'est-à-dire qu'ils prennent les carcasses. Autrefois, les carcasses, il fallait les ramener pour les donner à l'équarrisseur. C'est tout un boulot et tout. Là, on les récupère et on a ce qu'on appelle des places de nourrissage où on les met pour les vautours. Donc ils font leur travail. Alors, on va se retrouver après une parenthèse musicale avec Les Oies sauvages, justement, de Michel Delpech. A tout de suite. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur et nous sommes dans l'émission Faune et Flore avec notre invité Alain Bougrain-Dubourg. Alain Bougrain-Dubourg, vous nous parlez des oiseaux qui sont des êtres fascinants et qui suscitent l'émerveillement. Malheureusement, ils sont aussi des victimes fragiles du braconnage, de la chasse et de bien d'autres souffrances dues à l'activité humaine. Alors en France, la chasse est encore autorisée. On chasse combien d'espèces d'oiseaux? Parce que j'ai vu qu'on pouvait quand même chasser des oiseaux qui sont sur la liste rouge. Oui, c'est incroyable. Il y a une liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, et cette liste accueille malheureusement toutes les espèces les plus fragiles. Et actuellement, vous avez une quinzaine d'espèces qui sont chassables alors qu'elles sont sur la liste rouge de l'UICN. C'est vraiment inacceptable. Et alors, il y a quand même quelque chose d'assez odieux, c'est que d'un côté, on roucoule, si j'ose dire, en disant la France est le pays exemplaire en matière de biodiversité. Et je voudrais rendre hommage à Barbara Pompili et Bérangère Abba, la secrétaire d'État à la biodiversité, parce qu'elles font vraiment ce qu'elles peuvent. N'empêche que, au moment où on va accueillir le congrès de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, congrès mondial, tous les pays vont venir à Marseille en septembre,
on continue à chasser des espèces que eux nous disent surtout de ne plus toucher. Donc c'est vraiment inacceptable. Et avec la LPO, on a été jusque les plus hauts tribunaux, instances, oui, on a tout tenté. Et après, on a été devant le Conseil d'État. Et par exemple, la tourterelle des bois dont je vous parlais, rappelez-vous, je vous disais qu'il y en avait 70 000 qui passaient à l'époque, 30 000 qui tombaient. Aujourd'hui, elle a perdu 80% de ses populations. Au niveau mondial, la tourterelle des bois. Et j'ai eu le dernier comptage, parce qu'on faisait des comptages en pointe de Grave dans le nord du Médoc, je l'ai vu hier. Il y a moins de 4000 oiseaux qui sont passés cette année, alors qu'il y en avait 70 000 avant. Moins de 4000. Et ces espèces sont quand même chassables en France. C'est inacceptable. Vous avez le courlis cendré, une espèce qui est interdite de chasse dans toute l'Europe. Elle est comment, cette espèce ? C'est un oiseau, on va dire, un peu gris, très reconnaissable, qui aime les zones humides et qui a un bec tordu vers le bas. Voilà, en courbe vers le bas. Donc, il est assez identifiable. C'est un oiseau devenu extrêmement rare, au point que l'Europe a payé ce qu'on appelle un programme LIFE, c'est-à-dire sont des programmes d'action en faveur d'une espèce. Et notamment, alors sont des budgets non négligeables, ça peut être 1 million d'euros ou 2 millions d'euros, c'est vraiment des gros problèmes, programmes. Et là, ce programme de conservation a été confié aux Polonais, qui ont réussi à faire reproduire des courlis cendrés en captivité, les relâcher, et ils ont notamment relâché un courlis qui était équipé, qui est venu se faire tuer en France. C'est scandaleux. Donc continuez. Alors nous, on va devant le Conseil d'État. Demain, je serai à 14h devant le Conseil d'État à nouveau pour le problème de la glu. Ah oui. Alors ça, c'est la glu, c'est impensable. Alors même inimaginable d'avoir pensé à ça. Alors je rappelle brièvement pour nos éditeurs la chasse à la glu. Ça consiste à mettre de la colle sur les branches et les oiseaux ils se posent et ensuite ils peuvent plus s'en extraire et puis bon là, la suite on la laisse imaginer, ils meurent. Alors, en fait, les braconniers, ceux qui capturent ces oiseaux, parce que c'est autorisé en France. On était le dernier pays d'Europe. Le dernier avant, c'était Malte. Il y avait l'Italie et tout, ils ont tous arrêté. Nous, on continuait dans 5 départements du sud de la France, la Méditerranée. Et le problème, c'est qu'en principe, ils veulent capturer des grives et des merles pour servir d'appelant, c'est-à-dire ils vont capturer les oiseaux, les mettre dans des cages, les oiseaux vont attirer d'autres oiseaux et vont tuer les oiseaux qui seront attirés par le chant de ce... Bon. Alors, ils nous expliquent très clairement qu'évidemment, s'ils prennent une espèce protégée, comme des petits passereaux, n'importe quel oiseau qui peut se poser sur ces branches engluées, eh bien, très délicatement, ils vont les nettoyer et les relâcher dans la nature. Sauf que nous, on a fait des expertises et on a démontré, notamment en plaçant des caméras cachées, qu'ils arrachaient les plumes, que c'était une horreur, qu'ils les jetaient par terre. Et évidemment, n'importe quel renard, ou autre, puis l'oiseau est foutu, quoi. Il va agoniser, c'est honteux. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, faute d'être entendu en France, on a été jusqu'à la Cour européenne de justice, et où on a obtenu raison, et la Cour européenne a condamné la France, lui a demandé en tout cas de cesser immédiatement, pour 2 motifs. L'un, c'est que cette chasse ce piégeage n'est pas sélectif, c'est-à-dire on peut prendre plein d'oiseaux, dont des protégés. Et deuxièmement, et ça c'est très nouveau pour la faune sauvage, c'est que ça génère de la maltraitance animale. Alors que la maltraitance au niveau européen était toujours regardée à travers les élevages en batterie, les cochons castrés sans anesthésie, que sais-je encore, Dieu sait s'il y a à dire là-dessus. Et on peut dire que la faune sauvage a été laissée un peu à l'abandon. Là, la Commission européenne s'est intéressée au bien-être animal dans la faune sauvage, et je trouve ça très très bien. Ça va nous conduire à regarder notamment ce qu'on appelle le déterrage des blaireaux, qui sont dans leur terrier, on jette des chiens dedans qui s'en prennent plein la gueule en plus, et puis on va finir par sortir les animaux en pleine période de reproduction avec des pinces en fer,
on va les tirer ou les Comme les ça, juste pour saigner. s'amuser en plus. Ah bah oui, c'est le plaisir de voilà. Le blaireau qui est protégé dans bien des pays d'Europe Ouais. également. Enfin voilà, Ouais. on a du boulot là-dessus. sur Oui, la le plan. France, il y a des Ouais. petites résistances, enfin, des grosses résistances même. On est à moins d'1 million Bon, de bah, chasseurs, alors que quand j'étais bien jeune, on était à pas loin de 2 millions. Donc D'accord. non, c'est en Donc on baisse va vers totale. une baisse. Et puis les chasseurs sont beaucoup plus âgés. Et contrairement à ce qui est dit très souvent, Ouais. ce ne sont pas des ruraux. Mais on vient de sortir un sondage, la LPO, Ok. là-dessus, suite à une enquête IFOP. Ce ne sont pas des ruraux, mais des citadins Ouais, ça, c'est qui vrai. partent le week-end à la campagne Voilà. pour aller tirer du sanglier, Mm. du faisan, etc. 20 millions d'animaux lâchés, élevés, Mm. dans des conditions très douteuses du reste, Ouais. et relâchés dans la nature devant les fusils chaque année. Alors si c'est ça l'écologie, moi j'y comprends rien. Ouais, non, c'est terrible, c'est terrible. Et juste avant de faire une pause musicale, est-ce que vous pouvez nous parler du Milan Royaux? Alors le Milan royal, c'est un oiseau admirable. Il y a le Milan noir, le Milan royal. C'est des On aigles, les- hein, une sorte d'aigle. Des rapaces. Des rapaces, Oui, on des va dire rapaces, ok. voilà, pas des aigles. Non, ouais. Ils sont Plus très petits. fins, voilà, ils ont des grandes ailes. En revanche, ils sont très harmonieux et puis on les reconnaît très bien parce qu'ils ont la queue comme une hirondelle. Ah, En V, voilà. Et ce sont des oiseaux migrateurs qui viennent et qui se nourrissent parfois de charognes ou de petits animaux ou d'insectes. Et quand on les voit revenir, c'est signe que c'est le printemps, c'est l'épanouissement. Ce sont des voiliers, mais admirables, qui jouent avec les courants ascendants. Tiens, un mot sur les courants ascendants. ah oui. Je ne peux pas ne pas vous parler des martinets. Les Ah. martinets, voilà, qui boivent en vol, façon canadaire, qui mangent en vol, ils attrapent les petits insectes comme ça en vol, qui font l'amour en vol, C'est mais incroyable. surtout Garde pas de temps. qui dorment le soir dans le ciel. C'est-à-dire qu'ils ne descendent pas pour se poser. Ils vont emprunter les courants ascendants, les courants chauffants, ils vont monter, et puis ils vont se laisser porter par ces courants et remonter toute la nuit. Voilà. Ce sont des oiseaux qui passent l'essentiel de leur vie dans le ciel. Ils ne se posent que pour donner la vie dans des trous de murs. Alors ils sont arrivés, ils arrivent vers le mois d'avril, par là, et ils repartent assez tôt. Et moi, je suis toujours triste quand ils partent. C'est fin juillet, les martinets, vous savez, qui Ils font repartent vers où l'Afrique. Ah, vers l'Afrique. Et qui font des sifflements délicieux. Et ça illustre tellement, un peu dans le sud, mais même à Paris, on en a les vacances. Voilà, quand on voit les martinets qui font leur voltige. Et voilà des oiseaux, vous vous rendez compte? Ils ne se posent pas, ils dorment dans le ciel. Cela dit, si on veut parler de la nature, les dauphins, qui sont des mammifères comme vous et moi, ils dorment dans l'eau. Ouais. Oui, puis C'est-à-dire ils que- dorment par moitié, je Voilà, dirais. par moitié, ils ont des réflexes pour aller chercher l'oxygène, de Voilà. la même façon que le martinet a des réflexes pour reprendre de la hauteur quand ils sentent que la pression va changer. Et que Et ça vit combien de temps, Martine? ça peut vivre un peu moins, on va dire 6-7 ans, par 7 là, ans, dans ce ok. là voilà. Et Patrick, tu avais une question juste sur les zoos. Oui, c'est les zoos. Qu'est-ce que vous pensez des zoos? Parce que, Ouais. bon, les animaux maintenant sont en semi-liberté, mais bon, ils ont quand même pas, quand on... Alors, très honnêtement, moi j'ai connu l'époque odieuse des zoos, les pires, qui étaient des mouroirs. Et puis, donc, j'ai été le seul fait d'un animal captif. Moi, je suis ouvré la cage aux oiseaux. Bon, ça me plairait un peu. Mais c'est parce que j'avais ce sentiment qu'on m'a nommé au Muséum national d'histoire naturelle coprésident du comité de rénovation du zoo de Vincennes. Et on a Ouais. tout mis en œuvre avec les scientifiques pour penser avant tout au bien-être des animaux. C'est-à-dire que parfois, on ne les voit pas. Ils sont dans leur univers, etc. Et s'ils veulent sortir, bon. Et c'est nous qui devons faire l'effort de les découvrir. Alors au début, c'était un peu désemparant. Mais, et par ailleurs, on a décidé de ne pas mettre d'animaux
qui supportent mal la captivité dans des conditions particulières. Je pense aux éléphants. Ouais. Pour qu'un éléphant soit à peu près bien, il lui faut 5 hectares. Oui, voilà. Eh ben, le zoo de Vincennes, il fait 14 hectares. Ben, on a dit qu'il n'y aurait pas d'éléphants. Ouais. Ça a été quand même assez courageux parce que des gens qui voudraient faire du fric, hop, l'éléphant, vous avez les animaux systématiques. Donc, il y a des animaux qu'on n'a pas voulu. Et maintenant, on travaille de plus en plus. Le zoo de Beauval, je vais partir avec le patron, Rodolphe Delors, en Argentine pour aller relâcher des condors qui sont nés en captivité. Alors, le côté positif des zoos, c'est que ça permet de... Certains d'entre eux. Certains, oui, pas tous, voilà. Les animaux qui sont en voie de disparition, ça permet de... Oui, et c'est très compliqué parce qu'il ne suffit pas de les faire reproduire. Pour pouvoir relâcher un animal dans la nature, il faut plusieurs conditions. L'une des premières, c'est qu'il soit accepté par les populations locales. Si les animaux sont braconnés dans le quart d'heure ou tués ou autre, que le milieu naturel soit favorable, si ça a été déforesté et tout, c'est pas la peine d'aller les relâcher, et qu'il y ait un suivi scientifique. Donc c'est pas toujours évident, mais on arrive pourtant, pour certaines espèces, à les sauver grâce à des reproductions. Il y a le cheval de Przewalski, qui était un cheval sauvage, qui vivait dans les déserts de Gobi, etc. Et on l'a fait reproduire dans les Cévennes, du reste, parce que le climat était un peu comparable à ce qu'il trouvait. On a pu le relâcher. On va faire une courte pause musicale avec la dernière, c'est La Corrida de Francis Cabrel, qui est encore malheureusement tout à fait d'actualité. Alors vous écoutez la voix d'Ambroise Paré et nous sommes dans l'émission Faune et Flore et nous sommes en plein vol avec notre invité Alain Bougrain-Dubourg, donc président de la LPO. On arrive à la dernière partie de notre émission, mais là on vient d'écouter une chanson sur la corrida donc de Francis Cabrel et je voudrais simplement que vous me disiez 2 mots sur vos sentiments à l'égard de la corrida. Tout simplement, je ne peux pas concevoir que l'on donne la mort en spectacle. La mort est quelque chose de particulier, et là, au-delà de la mort, on donne la douleur en spectacle. Alors, quand on parle de tradition, etc., c'est une agonie insupportable qui va durer 20 minutes, qui génère des souffrances odieuses pour l'animal, et par conséquent, se repaître de la souffrance me paraît... incroyable. Vous savez, c'est Victor Hugo qui disait la tauromachie, c'est plus que torturer un animal, c'est torturer une conscience. Voilà. Bien sûr, et voilà, ça n'est pas acceptable. Voilà. Et est-ce qu'on a de l'espoir, parce qu'on avait quand même interrogé les Français à ce sujet-là, il y a beaucoup de gens qui sont contre ça. Mais bien sûr. Alors, je crois que l'espoir va venir curieusement de l'Espagne. Qui est en train de... C'est quasiment pas terminé, mais il y a la Catalogne qui a démarré. On voit que les courses du reste sont quasi toutes subventionnées. L'Europe subventionnée en partie, ça y est, il commence à fermer le robinet. Et puis, il y a d'autres choses qui sont quand même insupportables. Ce sont les écoles de tauromachie où vous mettez des gamins devant des veaux pour arriver à les abattre, etc. Enfin bon, où on est, là, il y a un moment, il y a ça, et puis on en parle beaucoup moins. Il y a les combats de coqs aussi, qui, dans le nord de la France, sont encore tolérés, mais en ferraille, j'aime autant vous dire que... Oui, en Martinique, moi, on me demande, quand je vais en Martinique, on me dit, tu as été voir un combat de coq ? Ben non. C'est terrible. C'est violent. Et là aussi, on espère que ça va s'arrêter. Ça fait partie des traditions pour lesquelles il y a une tolérance. Les traditions n'ont pas que du bon. Non, on espère que 2021 sera la dernière année. On peut y croire, vraiment. Et alors maintenant, donc, je voudrais qu'on parle de vos combats en faveur du vivant. Donc là, vous avez récemment, le 21 mai dernier, la LPO a signé en justice, intenté contre les fabricants de néonicotinoïdes. Donc là, c'est vraiment... Oui, notamment Bayer. C'est très fort, là. Là, on est un peu gonflé, mais il faut l'être. Qu'est-ce qu'on risque de perdre ? Et puis sinon, on aura un peu réveillé les consciences. En clair, on a pu démontrer scientifiquement que les néonicotinoïdes et autres graines enrobées de pesticides avaient un effet de mortalité sur les oiseaux. Or, ce sont des oiseaux protégés. Donc nous, on demande réparation.
Et c'est un peu un pari fou, mais vous savez, je vous parlais de l'ERICA avec le préjudice écologique, je me souviens quand j'ai lancé cette idée où, en 2 mots, à l'époque, on indemnisait, quand il y avait des pollutions marines, le vivant commercial, c'est-à-dire les coquillages, le manque à pêcher, etc. Mais le vivant non commercial, c'est-à-dire l'oiseau, la tortue ou le phoque, ils étaient laissés de côté. Et c'est à partir de là, je me suis dit, mais il faut qu'on les prenne en compte, qu'on a créé le préjudice écologique qui s'est étendu au milieu naturel et à bien des choses. Donc, ça a duré 10 ans de combat. Là, on va peut-être s'engager. Peut-être ça sera moins. Mais on s'est dit, on ne peut pas rester indifférent. Et voilà, on ne peut pas tuer de cette manière des espèces protégées et s'en affranchir, alors qu'il existe des réglementations qui interdisent de faire du mal à cette faune. Voilà. C'est super parce qu'en plus, ça permet à des gens qui n'ont pas forcément conscience du lien ou des néonicotinoïdes, de tout d'un coup, ça rentre dans le débat public et les gens se disent ah oui c'est vrai, les oiseaux. Alors il y a aussi des gens qui se disent bon les oiseaux, s'il y en a un de plus, un de moins, une espèce qui disparaît, qu'est-ce que ça va faire? Mais là il y a une espèce qui est complètement disparue. Oui, c'est la pigrièche à poitrine rose qui vit dans l'Hérault, et le dernier nid c'est fait cette année, et en fait les jeunes ont été abandonnés, la femelle n'est pas revenue, le mâle a attendu et il est reparti. C'est vraiment terrible. Et le mâle ne pouvait pas les nourrir. Non, il ne pouvait pas les nourrir, et c'était la dernière fois qu'on a vu cette espèce en France nidifiée. Voilà. Terrible, cette année-là. Cette année. Cela dit, c'est une espèce qui est migratrice, qui va jusqu'en Afrique du Sud et qui reste l'essentiel de son temps là-bas en Afrique du Sud, dans un territoire très restreint, qui est touché par le dérèglement climatique, par des pesticides, des trucs. Donc, tout le travail qu'on peut faire ici pour quelques mois n'est pas toujours suffisant quand l'essentiel du déclin s'explique par ailleurs. Donc tout ça est bien compliqué. Mais voilà une espèce de moins sur la liste. C'est très triste. Elle était très jolie. Elle avait un petit ventre rosé. C'était très très mignon. Et alors simplement, donc vous œuvrez pour la protection du respect du vivant. Et donc là, vous avez complètement parlé du broyage des poussins et de la castration à vif des poulets, qui est souvent une cause qui est reliée par L214, et donc qui sont vraiment des pratiques d'un autre âge, évidemment. Est-ce que vous pensez que ça va émouvoir un petit peu, et que le fait qu'il y ait une autre association que L214, ça puisse changer un petit peu les choses, et que je crois qu'on bouge, on le voit, on bouge parce que le consommateur ne veut pas être complice. C'est Marguerite Yourcenar, l'académicienne, que je connaissais bien, avait dit, elle était végétarienne, elle disait « je ne peux pas digérer l'agonie ». Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens, moi je ne suis pas végane, mais qui décident de manger beaucoup moins de viande pour ne pas être complices de ces élevages odieux. Et j'ai fait un bouquin qui s'appelle « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes ». Et c'est le cochon qui s'adresse à l'éleveur en disant « arrêtez de me torturer comme vous le faites ». Vous vous rendez compte, on leur meule les dents. On leur coupe la queue, on les castre sans anesthésie. Bon, c'est l'ortolan qui s'adresse aux braconniers, c'est bon. Et je me suis dit, tiens, si on donnait la parole aux animaux, peut-être qu'ils se défendraient mieux que moi quand je plaide leur cause. Alors voilà. Et c'est un bouquin que j'ai fait avec les éditions Les Échappés. C'est toute l'équipe de Charlie Hebdo. Et figurez-vous que des auteurs ont vu ce bouquin et viennent de sortir une bande dessinée, Lettres des animaux, et ça va sortir aux États-Unis dans pas longtemps. Et là, cette semaine, chez Glénat, Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes en bande dessinée. Donc le message passe. Le message, c'est un peu long. Et on n'a pas le temps de parler de l'actualité des plages, mais en 2 mots, les oiseaux ont pondu sur les plages. Oui, certaines espèces comme le gravelot à collier interrompu en haut des plages, mais ils pondent sur le sable. Et donc il faut identifier les lieux, les isoler, juste les
matérialisé avec quelques piquets pour pas que les gens, ça va, aillent les déranger, etc. Il se passe un truc avec ces gravelots, c'est que quand ils ont peur, la femelle qui est sur le nid, elle va partir en tirant de l'aile comme si elle était blessée pour éloigner le prédateur ou l'importun et qui n'aille pas vers les poussins ou les œufs. Et puis dès qu'on s'approche d'elle un peu plus, elle s'envole. Puis on se recule et elle va rejoindre ses petits. Elle fait semblant d'être blessée pour se donner en pâture, si j'ose dire, voilà, aux prédateurs. C'est admirable. C'est très très touchant. Un immense merci à Alain Bougrain-Dubourg pour votre présence physique parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation et de vous être déplacé à la PHP de Boulogne. Je peux dire de tout mon cœur, je souhaite le meilleur à tous ceux qui sont ici à l'hôpital en Montparnasse. Moi, j'y étais en montant et j'ai été sauvé de morsures de vipères grâce à cet hôpital et je leur souhaite de sortir le plus tôt possible. Merci beaucoup, c'est très touchant. Si vous nous écoutez, n'oubliez pas de lever la tête vers le ciel. Les oiseaux nous offrent une bouffée d'oxygène en mettant du mouvement et de la couleur dans nos paysages. Leur légèreté et leur grâce sont fascinantes et suscitent l'admiration, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont des êtres vivants fragiles qu'il faut préserver à chaque instant. Mettez du vert dans vos assiettes, de l'amour dans vos pensées et dans vos actes. Je souhaite que votre regard se porte sur une mésange ou sur un pigeon et que vous ne verrez plus d'un même œil, je l'espère. Merci d'avoir suivi l'émission Faune et Flore. Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur les oiseaux, vous pouvez être un relais pour prendre soin d'eux. Prenez soin de vous et de vos proches et restez avec nous pour la suite des programmes sur la voix d'Ambroise Paré.